conclure. Salut, je conclus. Je voulais faire en 3 parties et j'ai encore traîné. Enfin, j'ai encore traîné. Non, je crois que je vous ai dit des choses intéressantes quand même. Dites-moi dans les commentaires hein, si, si vous apprenez rien et que je parle dans le vent. On sait jamais. Alors, j'ai fini dans la partie précédente de vous parler des contreparties à demander au banquier, des choses intéressantes pour optimiser votre crédit. Voilà, après il y a d'autres petites particularités, mais je vous ai quand même présenté le principal, le plus précieux on va dire, à connaître et à mettre en place pour optimiser son financement bancaire. Alors en contrepartie, le banquier, vous pouvez lui proposer, et il va vous proposer plusieurs choses. Donc ouvrir un compte chez lui, ça c'est évident, prendre la carte bancaire, ouvrir un livret d'épargne. Après, il peut vous proposer une assurance vie. Moi le dernier m'a proposé de mettre une somme bloquée sur l'assurance vie. Donc petit aparté là-dessus, donc c'était 15 000 €. Donc voilà, donc c'est de l'argent qui est bloqué. Au début il voulait me le bloquer sur toute la durée du prêt, donc sur les 20 ans. Moi j'ai dit, bon écoutez, moi ce que je vous propose, c'est que il puisse être débloqué une fois qu'il est amorti. Donc là ce serait peut-être en 10 ans, non même pas, c'était peut-être en 5 ans. Bon, on va dire en 5 ans c'était amorti, et donc au bout de 5 ans, logiquement, je pouvais récupérer mon argent, parce que voilà, ils avaient mis une garantie là-dessus, mais vu que c'était amorti, ils viennent de récupérer leur garantie, quoi. Donc au final, ils pourraient me rendre mon argent. Donc là, bon, il n'a pas accepté, et on a trouvé un compromis, donc ça a été bloqué sur 10 ans. Donc, voilà, sur la moitié du prêt, donc j'ai 15 000 € bloqués pendant 10 ans, de côté chez eux. Donc là, pendant 10 ans, bah, c'est quand même assez long, donc autant placer son argent sur un support très volatile qui va rapporter beaucoup. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai placé l'argent là-dessus pour optimiser et faire fructifier tout ça. Alors, donc il va vous demander bien sûr l'assurance du prêt. Donc ça, vous dites oui, monsieur le banquier, avec plaisir. Et ensuite, il faut savoir que maintenant, alors c'est la loi Hamon, je crois, qui permet de changer tous les ans d'assurance emprunteur, tous les ans à date d'anniversaire. D'ailleurs, c'est valable pour tous les contrats d'assurance maintenant. Pour votre assurance habitation, votre assurance voiture, tous les ans à date d'anniversaire. Voilà, il y a un délai, je crois qu'il faut prévenir 2 mois avant, quelque chose comme ça. Donc il faut faire gaffe à respecter ce délai. Pour anticiper, comptez 3 mois, comme ça si vous faites la demande de 3 mois avant, vous êtes sûr que ça passera. Et tous les ans, vous pouvez, on appelle ça, faire une délégation d'assurance, c'est-à-dire changer d'assurance. Et donc, soit vous faites appel à un courtier, qui va prendre une petite commission, et puis vous faire jouer la concurrence et vous proposer une délégation intéressante, soit vous allez voir divers partenaires. Voilà, j'en ai pas particulièrement à vous conseiller. La Massif, ils peuvent être pas mal. Après voilà, il y en a tellement sur le marché, il faut faire le tour un peu et voir ce qui peut vous être proposé de plus intéressant. AXA aussi, je crois qu'ils sont pas mal, mais franchement la Massif, j'ai été surpris, ils avaient un truc intéressant. Bon, voilà, j'ai pas d'action chez eux, hein, je vous dis ça. Après vous faites votre petite affaire. Si vous voyez que ça match avec la Massif, tant mieux. Donc voilà, vous dites au banquier oui je le prends chez vous, et après vous changerez plus tard, parce que le banquier par défaut vous allez avoir bon après je sais pas pour mon cas, si vous êtes plus âgé ou vous avez des soucis de santé ça peut être plus élevé, mais il part sur 0,2 à 0,3% de coût, et en délégation moi j'arrive à 0,08 à 0,10, donc j'arrive à diviser par 2, moins que par 2, même diviser quasiment par 3
le coût de l'assurance. Donc c'est énorme. C'est énorme, il ne faut pas hésiter à le faire. Mais en premier lieu, voilà, on va faire un compromis gagnant-gagnant avec le banquier, donc on prend l'assurance chez lui. Ensuite, l'assurance habitation, il peut vous proposer voilà, de mettre de l'argent sur une assurance vie non bloquée, ouvrir un PEA, voilà, c'est diverses options supplémentaires. Après, vous lui dites que vous allez mettre le cash flow généré par l'opération, vous allez le mettre en épargne chez lui. Je connais un investisseur chevronné qui lui met les cash flows sur l'assurance vie. Il dit voilà, j'ouvre une assurance vie et je sais pas, il a 500 € de cash flow, il va dire bah, je vais mettre 300 € de cash flow. Voilà, il garde une petite sécurité quand même. Et si lui a déjà assez d'argent pour vivre, etc., c'est des opérations bonus pour le plaisir, pour la passion de l'immobilier. Et il va verser tous les mois. Ça, les banquiers préfèrent, hein, plutôt que mettre une grosse somme et la laisser bloquer. Voilà. Et surtout, ça va lisser le risque en fait. Si vous versez tous les mois le même montant, il y a des années où ça va être très bas, tac, et puis il y a des années où ça va être très haut, et au final, vous allez avoir un rendement tout à fait correct. Donc vous pouvez placer sur des supports très volatiles en assurance vie, et avec un versement programmé régulier, tous les mois, vous optimisez vraiment le risque. Voilà, je pense que c'est à peu près tout pour ça. Bon, après le banquier il peut vous proposer d'autres choses à étudier. Moi c'est ce que je mets, hein. Je mets toute autre proposition. Voilà. On est là pour discuter. L'objectif est d'arriver à un accord. Donc voilà pour le financement. Aujourd'hui il y a des après donc il vous rédige une offre, il vous propose un taux, etc. Vous négociez un peu le taux si vous pouvez. Ce qui est très important, c'est les contreparties et la réactivité. Moi, c'est ce que je prône et je mets en avant au banquier. Ensuite, donc il vous envoie l'offre de prêt. Ensuite, vous avez un délai de réflexion de 10 jours également. Il faut renvoyer au bout du 11e jour. Maintenant, la plupart des banques ont un système informatique. En fait, l'offre de prêt peut être envoyée informatiquement et le délai de réflexion, pareil, est calculé. Donc, en fait, vous ne pouvez pas vous tromper. Si vous renvoyez l'offre au bout de 8 jours, ça va pas marcher, ça va être bloqué. Et ensuite, vous avez tous les délais postaux en fait, qui vont être réduits. Donc ça permet quand même de gagner pas mal de temps, mine de rien. Si vous renvoyez l'offre de prêt tout de suite, vous faites une erreur, ils vont vous le dire. Et je pense que il n'y a même peut-être pas besoin de recalculer les 10 jours. Ils vont annuler tout de suite. En fait, je pense que c'est bridé. En fait, si vous remplissez mal une case ou vous oubliez de cocher quelque chose avant de le renvoyer, ça va pas marcher. Donc en fait, quand ça renvoie automatiquement la validation par email, c'est que votre dossier est forcément valide. Donc ça va vous faire gagner beaucoup de temps. Voilà. Après, il faut essayer que ça concorde au mieux. Vous avez des intérêts intercalaires, ça les banquiers vous le disent jamais, mais c'est vrai. La première mensualité, ça va être que des intérêts. Et en fait, il faut que ça coïncide, le déblocage des fonds et la date de signature coïncident au plus proche avec la mensualité, la première échéance de prêt. Demandez bien à avoir une échéance le 15 du mois par exemple. Parce que voilà, vous allez demander à votre locataire le loyer pour le 1er du mois, ça va arriver le 5, s'il a un peu de retard ça va arriver le 10, mais dans tous les cas vous l'aurez quand vous aurez votre échéance de prêt le 15. Voilà. Ça ne vous oblige pas à remettre de l'argent de votre poche en attendant que le loyer arrive. Hein, parce que quand tu as l'échéance de prêt qui tombe le 1er du mois ou le 5, c'est un peu gênant au niveau gestion. Donc ça c'est important. Vous voyez, il y a des petites choses comme ça, on n'y pense pas forcément et c'est important. Je sais plus, j'ai perdu le fil de ma pensée, du coup, j'étais dans les contreparties avec le banquier. Oui, je disais, voilà, ce matin ça marche par... ça peut être informatisé. Donc après, voilà, c'est bon, je resitue.
Donc imaginons que vous ayez un prélèvement le 15. Vous allez demander une date de signature, par exemple le 12, comme ça. Alors ne faites pas de date de signature le lundi, les banques sont fermées. Le samedi et le dimanche vous évitez, même si les notaires peuvent être disponibles. Donc vous prévoyez du mardi au vendredi. Et voilà, et vous demandez à débloquer les fonds juste avant. Donc imaginons que vous signez le mercredi 13, et ben vous demandez qu'il débloque les fonds le 12. Donc le notaire a reçu les fonds le mardi 12, et du coup c'est prêt pour le 15, et vous allez payer des intérêts intercalaires que du 13 au 15. Voilà. Alors je pense que les banquiers, c'est qu'ils ne connaissent pas ça, ils ne maîtrisent pas ça. Moi la plupart, quand j'aurais posé la question, ils m'ont dit ah non, c'est pas vrai, c'est pas le cas. Mais bon, ça c'est une source sûre, vous avez des intérêts intercalaires en plus à ce moment-là. Donc si vous commencez à signer le 1, le premier du mois, et que vous avez le 15, vous payez 15 jours d'intérêts intercalaires. C'est des frais supplémentaires qui peuvent être évités, donc essayez de mettre ça en place. Voilà. Je pense que j'ai fini sur la partie bancaire. S'il manque des choses importantes et que j'y pense ultérieurement, j'y reviendrai dans les prochaines vidéos. J'espère que vous avez appris plein de choses. N'hésitez pas à les revoir, à bien intégrer toutes ces notions. À l'occasion, je vous transmettrai une présentation de business plan. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager ce contenu. Et puis on se retrouve très bientôt pour la suite. Ciao!